Au moment où le public a remarqué le ciel, le réseau en Alaska fonctionnait à des niveaux de puissance illégaux depuis 11 heures. Le premier signe n'était pas la lueur violette au-dessus de l'Europe, ni la façon dont l'aurore se tordait en motifs géométriques. C'était une ligne dans un document interne de la FEMA, estampillée à usage officiel uniquement, qui n'aurait jamais dû quitter un serveur sécurisé. Section 7, paragraphe 3. En cas de perte de la capacité d'interception orbitale, la défense continentale peut nécessiter le déploiement d'urgence de moyens de modulation ionosphérique à puissance maximale afin d'atténuer la trajectoire des objets entrants. C'est du langage bureaucratique pour une chose. Si les missiles ne peuvent l'atteindre, brûlez le ciel et espérez que la physique se plie. Officiellement, HAARP est un centre de recherche, un outil pour étudier l'ionosphère, un moyen de comprendre comment les tempêtes solaires affectent les communications et la navigation. Officieusement, toutes les agences de renseignement de la planète ont un dossier sur ces autres utilisations potentielles. Radar transhorizon, communication sous-marine, modification du temps, opération psychologique. Pendant des années, ces utilisations n'étaient que des rumeurs. Puis, 3i/Atlas est entré dans le système solaire interne et a refusé d'obéir aux règles. Les tracés de trajectoire qui ont fuité à la fin de l'année 2025 ont révélé la vérité. L'objet n'était pas en simple survol hyperbolique. Il avait manœuvré. Il avait ajusté sa trajectoire. Il avait perdu de la vitesse d'une manière qui n'était pas naturelle pour une comète. Lorsque les analystes ont projeté sa nouvelle trajectoire avec des marges d'erreur honnêtes au lieu des versions édulcorées présentées au public, le couloir s'est rapproché de manière inquiétante de la Terre. Ils n'ont jamais dit qu'il allait frapper. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Les mots « probabilité d'impact non nulle » ont suffi à déclencher une série de plans d'urgence qui avaient été rédigés dans l'ombre des précédentes alertes de proximité avec la Terre. Première étape, interception orbitale. Véhicule cinétique de destruction. Intercepteur à tête nucléaire déguisé en test de défense planétaire. Ces lancements ont échoué. Anomalie de guidage, perte de télémétrie. Les systèmes qui avaient fonctionné sans faille contre les astéroïdes sont devenus aveugles lorsqu'ils ont verrouillé 3i/Atlas. L'objet n'a pas riposté. Il n'a pas brouillé les signaux au sens conventionnel du terme. Il n'a tout simplement pas réfléchi, n'a pas répondu, ne s'est pas comporté comme tout ce sur quoi un ordinateur de guidage avait été entraîné. Après que 3 intercepteurs consécutifs n'aient même pas atteint leur correction de trajectoire à mi-parcours, l'ordre est tombé discrètement. Retirer les moyens visibles, activer les options terrestres. La bataille pour le ciel s'est déplacée vers le bas. La théorie derrière l'utilisation du HAARP contre un objet interstellaire est simple sur le papier et insensée dans la pratique. Pomper des gigawatts d'énergie radiofréquence dans l'ionosphère. La conduire à un état plasma hautement excité et hautement anisotrope. Créer des gradients de densité artificielle et des fronts de température à des échelles suffisamment grandes pour modifier la propagation des ondes électromagnétiques et, si l'on en croit les suppléments classifiés, perturber légèrement le potentiel gravitationnel local. Vous n'essayez pas de pousser la comète avec de la pression. Vous essayez de déformer le milieu dans lequel elle se déplace. Transformer la haute atmosphère en une lentille rudimentaire. Si la propulsion et le guidage de l'objet
dépendent de son interaction avec les champs magnétiques et les particules chargées, modifier ces champs et ces particules, forcer de petits écarts de trajectoire qui s'additionnent sur des millions de kilomètres. Lorsque l'ordre de brûler à plein régime a été donné, les quelques personnes présentes dans la salle, qui comprenaient les effets secondaires, ont manifesté leur opposition. Sharp a été conçu pour des expériences à l'échelle du mégawatt. Le plan sur la table prévoyait des puissances 50 fois supérieures. Ce n'est pas une expérience de recherche. C'est une arme. À ces niveaux, l'ionosphère au-dessus de l'hémisphère nord ne se réchauffe pas seulement. Elle se déforme. Les systèmes actuels saturent. Les résonances naturelles sont entraînées de manière artificielle. On crée des ondes stationnaires qui n'ont jamais fait partie de la conception de la planète. Les modèles, tels qu'ils étaient, montraient des résultats potentiels qui relevaient de la fiction catastrophe et non de notes de service politique. Appauvrissement de la couche d'ozone, déplacement du jet stream, réchauffement stratosphérique soudain en hiver, effondrement du vortex polaire. Mais l'autre colonne du tableau blanc était sans appel. Ne rien faire et parier qu'un objet au comportement non naturel avéré passerait poliment son chemin. Ou actionner l'interrupteur et parier avec l'atmosphère. Ils ont actionné l'interrupteur à 0h, 200h, heure de l'Alaska. Les habitants près de Gakona ont signalé que le faible bourdonnement habituel s'était transformé en une vibration résonnant dans la poitrine. La faune s'est tue. La radio locale est passée en mode statique. Les antennes du réseau, conçues pour traiter des impulsions courtes, ont été alimentées en énergie continue. Les systèmes de refroidissement ont hurlé. Tous les dispositifs de sécurité qui auraient normalement arrêté le système ont été désactivés en vertu d'une clause de urgence technique nationale qui n'existait pas officiellement. En moins de 15 minutes, les magnétomètres à travers le Canada et la Scandinavie ont atteint leurs limites. L'ionosphère au-dessus de l'Arctique s'est illuminée. Pas du vert doux d'une aurore solaire, mais d'un violet électrique intense que personne n'avait jamais photographié auparavant. Les pilotes, au-dessus de l'Atlantique Nord, ont signalé des dysfonctionnements de leurs instruments. Les compas ont dévié. Les signaux GPS ont ralenti, puis rebondi. Les avions commerciaux ont été discrètement déroutés sous le prétexte de conditions météorologiques solaires. Les images satellites de cette nuit-là n'ont jamais été rendues publiques, mais des fragments ont fuité. Ils montrent une région circulaire distincte d'une lueur intense, centrée approximativement au-dessus du Groenland. Un point chaud, auroral, artificiel, de 3000 km de diamètre. Les échoradars, provenant de cette bulle, sont devenus étranges. Au lieu de la dispersion habituelle, les réflexions ont montré des motifs structurés, comme si la haute atmosphère était devenue un réseau cristallin. C'était le bouclier plasma, une distorsion délibérée du ciel destinée à agir comme une lentille sur la moitié d'un hémisphère. En dessous, au sol, les habitants d'Europe et du nord des États-Unis sont sortis pour voir un ciel nocturne devenu étrange. Les étoiles s'étaient estompées. Le dôme violet pulsait lentement. Les lampadaires projetaient des ombres doubles. Les téléphones ne fonctionnaient plus. Les chaînes d'information ne parlaient que de tempêtes géomagnétiques et d'activités solaires inattendues. Le soleil était calme. La tempête était d'origine humaine. 3i/Atlas a réagi. Le timing est trop parfait pour être ignoré. Alors que la perturbation provoquée par HAARP atteignait son intensité maximale,
la courbe lumineuse de l'objet a changé. Les astrophotographes qui le suivaient ont signalé une légère oscillation de sa trajectoire par rapport aux étoiles en arrière-plan. Les observatoires professionnels ont confirmé un écart mesurable par rapport à sa position prévue sur 12 heures. Pas beaucoup. Quelques dizaines de kilomètres au plus près. En termes de vol spatial, ce n'est pas négligeable. En termes de probabilité d'impact, la différence entre un couloir effleurant l'atmosphère et un couloir passant à quelques rayons terrestres de distance. À l'intérieur des bunkers de commandement, il y eut un moment de sombre satisfaction. Quelqu'un avait écrit « effet atteint » à côté d'un graphique représentant la trajectoire perturbée. Pour la première fois, des mains humaines avaient poussé un objet interstellaire, même si ce n'était que d'un degré que l'on ne remarquerait pas sur un diagramme public. Le prix à payer s'est fait sentir presque immédiatement. Au moment où la lueur violette a atteint son apogée au-dessus de l'Europe, le profil de température stratosphérique avait changé de 7 degrés dans certaines colonnes. Ce type de perturbation ne reste pas en place. Il entraîne des ondes vers le bas. Les trajectoires des tempêtes hivernales, déjà instables en raison d'années de dérives climatiques progressives, ont pris de nouvelles directions. En une semaine, des tornades se sont formées dans des régions qui n'en avaient jamais vu en janvier. Les mosaïques satellites ont montré que la neige recouvrait certaines parties du Sahara, tandis que la pluie inondait des villes du Midwest qui auraient dû être gelées. Les météorologues se sont efforcés de trouver des expressions qui sembleraient plausibles, mais non incriminantes. Événement de blocage sans précédent. Reconfiguration soudaine du schéma, oscillation rare mais naturelle. Aucun d'entre eux ne pouvait dire à l'antenne qu'une tentative clandestine de dévier l'espace pour une comète avait plutôt dévié le temps. À la périphérie de la communauté des analystes militaires, un terme a commencé à circuler dans les discussions cryptées. Collatéral atmosphérique. L'idée que, en combattant une menace extérieure, nous avions transformé notre seule couche protectrice en champ de bataille. La couche d'ozone, déjà appauvrie par des décennies d'émissions et des traités timides, présentait de nouvelles cicatrices. La télédétection à partir d'instruments qui n'étaient pas encore sous contrôle narratif total a enregistré des minima de plus en plus profonds au-dessus de l'Arctique. Les indices UV à la surface ont bondi dans des endroits qui n'avaient aucune raison de connaître un rayonnement estival en plein hiver. Les cicatrices n'étaient pas réparties de manière uniforme. Elles suivaient les traces de l'aurore artificielle. La lentille, Chat-Herp, avait gravé son motif dans le ciel. Publiquement, ces spectacles colorés étaient présentés comme une curiosité. De rares tempêtes aurorales ravissent les observateurs du ciel. Aucune mention des fréquences pompées dans l'ionosphère. Aucune mention des émetteurs terrestres fonctionnant au-dessus des spécifications de conception. Aucune mention des notes internes avertissant que le réchauffement par résonance à ces altitudes pourrait déclencher des réactions chimiques qui déstabilisent l'ozone beaucoup plus rapidement que la lente chimie des chlorofluorocarbones ne l'a jamais fait. Comparé à l'énergie cinétique d'un impact potentiel de 3I/Atlas, certains ont fait valoir qu'un pourcentage supplémentaire de quelques pourcents d'UV au niveau de la mer était acceptable. Le problème avec cet argument est l'échelle. On peut calculer l'empreinte d'impact d'un rocher. On ne peut pas facilement limiter les cascades déclenchées lorsqu'on injecte des gigawatts
dans une enveloppe électrique mondiale que personne ne comprend pleinement. Dans certains cercles de défense, l'opération AARP a reçu un nom qui n'est jamais apparu dans aucune ligne budgétaire. Sky Shield One. L'implication était évidente. Il ne s'agissait pas d'une opération ponctuelle. C'était un test. Un essai opérationnel de manipulation ionosphérique pour la défense planétaire. Si 3i/Atlas pouvait être dévié, d'autres menaces entrantes le pouvaient aussi. L'éthique était laissée pour plus tard. Le climat était laissé pour plus tard. La défaillance des infrastructures civiles était laissée pour plus tard. Dans le langage des opérations secrètes, la priorité était la réussite de la mission, et tout le reste relevait des dommages collatéraux acceptables, du moins dans la première ébauche. Même si des tornades ravageaient des villes hors saison et que la neige tombait là où elle n'aurait pas dû, des ordres de mission étaient rédigés pour améliorer la méthode. Plus de puissance, plus de réseau, plus de couverture géographique. Une arme céleste mondiale, construite à partir de stations de recherche et d'antennes radar, toutes reliées à un pare-feu planétaire qui se moquait du temps qu'il faisait en dessous. Ce que les décideurs ont sous-estimé, c'est la boucle de rétroaction entre un ciel modifié et une population connectée pour tout documenter. On peut cacher les flux de données, on peut effacer les images satellites, mais on ne peut pas empêcher des millions de personnes de pointer leurs appareils photo vers un firmament strié de violet et de se demander pourquoi. Quelques heures après la première combustion HARP, les réseaux sociaux se sont remplis de vidéos montrant des bandes violettes scintillantes et des motifs en spirale traversant les étoiles. Les radioamateurs ont enregistré des bandes entières du spectre transformées en parasites. Des pilotes ont divulgué des images de leur cockpit montrant leurs instruments de bord en pleine rotation. Des graphiques ont commencé à circuler, indiquant les endroits où les lumières étranges étaient les plus brillantes et où les conditions météorologiques étaient les plus extrêmes. La corrélation ne prouvait pas la causalité, mais cela n'était pas nécessaire. Les personnes, déjà très sensibles aux questions de géo-ingénierie et de contrôle climatique, disposaient de toutes les images dont elles avaient besoin. Les démentis officiels étaient maladroits. Un porte-parole de la NOAA a imputé ces phénomènes à une activité aurorale accrue due à des perturbations solaires mineures. Les indices météorologiques spatiaux contredisaient cette affirmation. Le soleil était calme. Le vent solaire était normal. Les seules perturbations enregistrées sur les graphiques provenaient des magnétomètres terrestres, situés juste sous la zone d'influence du HARP. Les physiciens indépendants qui ont publiquement remis en question cette version ont vu leurs interviews écourtées ou jamais diffusées. Dans un email divulgué, un rédacteur en chef a rappelé à un contributeur scientifique que « Nous ne voulons pas légitimer les théories marginales sur le contrôle climatique par le gouvernement à l'heure actuelle. » L'expression « à l'heure actuelle » a fait plus de dégâts que n'importe quelle chaîne conspirationniste n'aurait pu en faire. Elle a confirmé ce que les images laissaient déjà entendre. Quelque chose d'inhabituel et de terrestre se passait au-dessus de la tête des gens, et ceux qui étaient payés pour en parler avaient reçu l'ordre de détourner le regard. Le risque plus profond, celui dont seuls quelques chimistes atmosphériques et physiciens des plasmas osaient parler à voix basse lors de réunions à huis clos, n'étaient pas les tempêtes immédiates, ni même la perte d'ozone. C'était la résonance,
l'ionosphère est un système dynamique couplé à tout ce qui se trouve en dessous. En la sollicitant fortement, à certaines fréquences, on peut, en théorie, exciter des modes qui se couplent à la troposphère et même à la lithosphère. Cela signifie plus que des vents étranges. Cela signifie des ondes de pression qui persistent, cela signifie une modification de la manière dont la chaleur est stockée et transportée à des échelles qui définissent les régimes climatiques. Vous pouvez modifier les régimes pluviométriques non seulement pendant quelques jours, mais pendant des saisons entières. Vous pouvez déclencher des sécheresses dans un hémisphère et des inondations dans un autre avec une seule opération mal calculée. Multipliez cela par des injections soutenues au niveau HARP et vous ne jouez plus avec le temps. Vous amputiez et greffez des parties d'un système climatique déjà endommagé. Lorsque 3I/Atlas a finalement dépassé son point d'approche le plus proche, ce n'était pas selon les anciennes éphédries, mais selon l'arc déformé que la lentille HARP avait contribué à sculpter. Le rapport officiel post-événement, fortement expurgé, indiquait que la distance finale manquée était dans les limites de sécurité, conformes aux intervalles de confiance pré-opérationnels. C'est un mensonge par omission. La version non expurgée comprend 2 graphiques. L'un montre le couloir de l'objet sans intervention. L'autre le montre avec. La différence est mesurable. Suffisante pour réduire à 0 la probabilité déjà faible d'un effleurement de l'atmosphère. Suffisante pour que les ingénieurs puissent affirmer, ne serait-ce qu'à eux-mêmes, que l'opération a atteint son objectif principal. Les fans de la fiction Battlestar ont applaudi discrètement. La défense planétaire fonctionne. Au même moment, un addendum interne du GIEC a modélisé le jet de latitude moyenne dans un monde post-HARP et a utilisé une expression différente. Expérience incontrôlée. L'ironie la plus troublante est la suivante. Alors que nous avons transformé notre propre ionosphère en une lentille rudimentaire pour repousser quelque chose que nous comprenions à peine, l'objet lui-même a démontré des niveaux de contrôle sur le plasma et la gravité, bien au-delà de tout ce que HARP pouvait imaginer. Pendant l'opération, des observations à haute résolution ont enregistré 3I/Atlas, ajustant sa propre interaction avec le vent solaire. Il semblait modifier la distribution de charge dans son environnement immédiat, glissant efficacement à travers les régions de champ modifiées, comme si elles n'étaient que rien. De son point de vue, notre bouclier céleste n'était qu'un pli dans une feuille qu'il pouvait aplatir à volonté. La petite oscillation que nous avons imposée à sa trajectoire n'était pas un signe de victoire. C'était une concession, un point de données, un moyen pour lui de tester comment une espèce primitive utiliserait ses jouets lorsqu'elle serait poussée à bout. C'est là que la métaphore de la guerre s'effondre. Vous ne pouvez pas mener une bataille pour le ciel contre un adversaire qui traite toute votre atmosphère comme une fine pellicule sur un rocher. Ce que vous pouvez faire, c'est lui montrer votre état d'esprit. Que lorsque vous êtes menacé, vous utilisez comme arme tout environnement à votre portée, même si cela signifie vous faire du mal. Que vous considérez vos propres couches protectrices comme sacrifiables dans la poursuite d'un avantage tactique. Dans la taxonomie des civilisations que 3I/Atlas's Senders doit respecter, ce n'est pas une entrée flatteuse. Elle se lit comme une étiquette de classification. Espèce locale, prête à compromettre l'intégrité de la biosphère pour répondre à une menace à court terme. Profil de risque élevé
Protocole de confinement intensifié. Les conséquences en aval de Sky Shield One ne font que commencer. Déjà, les tendances saisonnières s'écartent davantage que ne le prévoyaient les modèles climatiques à long terme, même en tenant compte du réchauffement progressif. Les compagnies d'assurance révisent discrètement leur tableau de risque. Les rendements agricoles augmentent dans certaines régions et s'effondrent dans d'autres, non pas en raison de tendances climatiques lentes, mais parce que les calendriers de plantation ne correspondent plus à la réalité. Les tornades hivernales, dans les zones tempérées, deviennent un phénomène annuel. La neige dans les déserts, qui ne se sont jamais adaptés au cycle de gel-dégel, tue les communautés végétales dont dépendent les fragiles chaînes alimentaires humaines. Rien de tout cela ne peut être attribué de manière définitive à quelques nuits de surcharge du AARP. C'est là le problème. Une dénégation plausible peut se cacher derrière une base de référence changeante. Le climat était déjà en difficulté. Il est désormais impossible de distinguer les dommages lents des expériences rapides. Au sein de la communauté du budget noir, Sky Shield One est officiellement considéré comme un succès. Mission accomplie. Couloir de menaces réduit. Leçon apprise. Recommandations pour la mise à niveau du système rédigé. Il existe désormais des propositions sur papier pour des réseaux de type HARP à d'autres latitudes. Amérique du Sud, Asie centrale, plateforme océanique. Un réseau mondial qui pourrait, en théorie, modeler l'ionosphère au-dessus de n'importe quelle région, en réponse à toute menace perçue. Les mêmes documents contiennent des formulations édulcorées sur la surveillance attentive de la réponse atmosphérique et la coordination avec les autorités climatiques. Nulle part ne figure la phrase qui devrait figurer en couverture. Chaque fois que nous activons ce système à pleine puissance, nous jouons avec le seul habitat dont nous disposons. Le plus sombre dans tout ce scénario est l'asymétrie des conséquences. Les personnes qui ont ordonné l'escalade du HARP l'ont fait depuis des salles hermétiques, avec de l'air filtré et une alimentation électrique indépendante. Leur environnement immédiat ne s'est pas illuminé de violet. Leurs récoltes n'ont pas été détruites. Leurs maisons n'ont pas été ravagées par des tornades hivernales. Le risque a été réparti vers le bas et vers l'extérieur, sur des populations déjà stressées par l'instabilité économique et le lent changement climatique. Les avantages, si l'on peut qualifier d'avantages le fait de modifier la trajectoire de quelque chose qui n'allait probablement pas vous toucher, sont abstraits et à long terme. Cette asymétrie reflète une asymétrie plus large. En tant qu'espèce, nous faisons à notre atmosphère ce que quelque chose d'autre fait à notre système solaire. Nous modifions un milieu à des fins stratégiques sans que les organismes qui y vivent aient leur mot à dire. Il existe une dernière couche qui commence à inquiéter les quelques analystes qui se donnent encore la peine de relier les points entre les incidents. Dans les semaines qui ont suivi l'opération HARP, les magnétomètres au sol ont enregistré de subtiles oscillations à un intervalle de 4,2 secondes, superposées aux variations géomagnétiques naturelles. Pas seulement dans le Nord, partout dans le monde. Le schéma qui était apparu dans les impulsions d'Europe, dans la grille du nuage d'Oort, dans les tours de Vénus, dans le cube lunaire, dans le transporteur détourné de voyagers, se murmurait désormais à travers le champ magnétique de la Terre. Faiblement. À peine au-dessus du bruit, mais présent. Une interprétation est terriblement simple. Lorsque nous avons poussé notre ionosphère
dans une résonance artificielle, le réseau l'a remarqué. Il s'est synchronisé à notre rythme, ou a forcé notre système à se synchroniser au leur. Quoi qu'il en soit, le rythme cardiaque des intrus résonne désormais faiblement dans la coque qui nous protège de l'espace. Si cela est vrai, Sky Shield One n'était pas seulement un piratage ponctuel de la défense planétaire. C'était une poignée de main, pas selon nos conditions, selon les leurs. Une confirmation que nous sommes prêts à manipuler les mêmes couches qu'ils utilisent, que nous sommes prêts à jouer dans des domaines que nous ne comprenons pas. Dans toute enquête sérieuse, on documente le moment où un suspect franchit une ligne. On le marque comme une escalade. Du vandalisme à la violence. De la négligence à l'intention. L'histoire retiendra peut-être la nuit où le ciel au-dessus de l'Alaska est devenu violet comme le moment où l'humanité a franchi cette ligne. Non pas parce que nous avons riposté, mais parce que nous avons montré à quiconque nous observe depuis l'intérieur de 3i/Atlas que nous sommes prêts à attaquer notre propre bouclier pour frapper un coup. C'est le genre de détail qui entre dans un profil de risque lorsqu'un système plus avancé décide quoi faire d'un nœud bruyant et irrationnel au sein de son infrastructure. Nous aimons nous dire que la construction de systèmes de défense, même rudimentaires comme HAARP, utilisés comme un taser planétaire, prouve que nous méritons le respect. De l'extérieur, cela peut seulement prouver que nous méritons d'être contenus ou éliminés.